Au printemps de 1834, quelque part dans les collines verdoyantes du centre de la Virginie, une découverte allait bouleverser à jamais notre compréhension des abîmes de la malveillance humaine. 47 enfants, âgés de 6 à 16 ans, furent découverts enchaînés dans un sous-sol, sous ce qui semblait être une ferme ordinaire. Les enfants ne se ressemblaient pas, parlaient différentes langues, et, lorsqu'on les interrogeait, ne pouvaient que murmurer un nom à travers leurs larmes. Mère Sullivan. Le rapport du shérif local, enseveli pendant plus d'un siècle dans les archives du comté de Henriot, décrivait des scènes si troublantes que 3 des agents enquêteurs démissionnèrent dans la semaine. Ce qui rend cette affaire vraiment hantante, ce n'est pas seulement l'horreur de ce qui fut découvert, mais la réalisation glaçante que Constance Sullivan avait mené son entreprise tordue depuis plus de 2 décennies sans être détectée. Les enfants l'appelaient mère, mais la vérité derrière ce titre s'avéra bien plus sinistre que quiconque aurait pu l'imaginer. Avant de poursuivre avec l'histoire de la famille Sullivan et leurs secrets innommables, je veux vous poser une question importante. Cette chaîne n'est pas pour tout le monde, seulement pour les âmes les plus courageuses qui osent affronter les chapitres les plus sombres de l'histoire américaine. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous n'êtes pas comme la plupart des gens. Vous comprenez que certaines vérités sont trop horrifiantes pour être ignorées, peu importe à quel point elles nous perturbent. Alors, cliquez sur ce bouton d'abonnement et rejoignez notre communauté de véritables chercheurs de mystères. Et dites-moi dans les commentaires, de quel État américain m'écoutez-vous? Avez-vous assez de courage pour entendre des histoires comme celle-ci, qui viennent peut-être de votre propre région? La question qui hantait les enquêteurs à l'époque et qui continue de perplexer les historiens aujourd'hui est la suivante. Comment une opération d'une telle ampleur a-t-elle pu passer inaperçue si longtemps dans une communauté rurale soudée? La Virginie de 1834 était une terre tiraillée entre 2 mondes. L'ancien système de plantation dominait encore le paysage social, tandis que des murmures de changement industriel descendaient du nord. Dans cet environnement, la petite communauté agricole de Millbrook, un regroupement d'une 50aine de familles dispersées sur les pentes douces du comté de Henriot, représentait l'établissement rural américain typique de l'ère. La plupart des habitants cultivaient le tabac ou le maïs, faisaient leurs courses au magasin général de Henderson et se réunissaient pour des événements sociaux dans l'école d'une seule pièce qui servait aussi de salle de réunion communautaire. La propriété des Sullivan se situait à la périphérie de cette communauté, une modeste ferme à 2 étages en bois entourée de près de 200 acres de terres agricoles de premier choix. Pour tout voyageur passant sur la route poussiéreuse reliant Millbrook à Richmond, la ferme des Sullivan semblait tout à fait banale. La maison elle-même, construite dans le style fédéral populaire dans les années 1810, présentait un revêtement en planches de bois peintes en blanc et un porche enveloppant, typique de l'architecture virginienne. Une grange rouge se dressait à une 60aine de mètres derrière la maison, avec un poulailler et un fumoir complétant le layout typique de la ferme. Ce qui rendait la propriété Sullivan unique n'était pas visible depuis la route. Ezra Sullivan, qui avait acheté le terrain en 1809 avec l'argent hérité de la fortune tabacole de son père, avait consacré des efforts considérables à agrandir le sous-sol de la maison. Alors que la plupart des maisons virginiennes de l'époque avaient de simples caves à légumes, le sous-sol des Sullivan s'étendait bien au-delà de l'empreinte de la maison au-dessus. Des artisans locaux se souvenaient avoir été embauchés pour divers projets d'excavation tout au long des années 1810 et 1820, bien qu'aucun n'ait vu l'ouvrage terminé. Ezra payait bien et en argent liquide, demandant seulement aux ouvriers de se concentrer sur leur section assignée plutôt que sur le projet global. Constance Sullivan, l'épouse d'Ezra, était arrivée à Millbrook en 1811 en tant que jeune mariée de 22 ans. Les voisins se la rappelaient comme une femme belle, aux cheveux foncés et à la voix étrangement douce. Elle s'habillait simplement mais avec soin, assistait aux offices de l'église méthodiste lorsque sa santé le permettait et entretenait une réputation d'œuvre caritative. Lorsqu'on l'approchait pour contribuer à des causes communautaires, Constance expliquait invariablement qu'elle et Ezra s'occupaient déjà de plusieurs enfants orphelins de sa famille en Pennsylvanie. Cet arrangement, expliquait-elle, était temporaire, le temps de trouver des foyers permanents adaptés. Cette explication satisfaisait la curiosité de la communauté concernant les aperçus occasionnels d'enfants autour de la propriété Sullivan. Madame Henderson, au magasin général, voyait parfois un jeune visage lorgné depuis le wagon des Sullivan lorsque Constance venait en ville pour les provisions.
Les enfants ne parlaient jamais, mais Constance expliquait qu'ils étaient timides, traumatisés par la perte de leurs parents et qu'ils avaient besoin de temps pour s'adapter à leur nouvelle situation. La communauté, familière avec la tragédie des orphelins à une époque de mortalité élevée, acceptait ces explications sans question. Thomas Henderson, qui tenait le magasin général, se souvint plus tard que Constance Sullivan était l'une de ses clientes les plus fiables. Toutes les 2 semaines, elle arrivait avec une liste détaillée et assez d'argent liquide pour acheter des quantités substantielles de denrées de base. Farine, semoule de maïs, sel, porc, mélasse et autres produits de base. Les quantités semblaient importantes pour un couple sans enfants, mais quand Thomas le mentionnait, Constance lui rappelait les enfants orphelins. Elle achetait aussi des quantités inhabituelles de médicaments de base, expliquant que les enfants de milieux pauvres arrivaient souvent avec divers maux nécessitant des soins. La ferme Sullivan fonctionnait sur un emploi du temps qui intriguait certains voisins. Alors que la plupart des familles agricoles se levaient avec le soleil et travaillaient jusqu'au crépuscule, l'activité à la propriété Sullivan se poursuivait souvent tard dans la soirée. Des lumières pouvaient être vues aux fenêtres de la ferme à des heures inhabituelles, et le bruit de marteaux ou de travaux de construction faisait parfois écho à travers les champs pendant la nuit. Interrogé sur ces activités, Ezra expliquait qu'il faisait des améliorations pour accueillir le nombre croissant d'enfants à leur charge. Le docteur Marcus Whitfield, le médecin itinérant qui desservait la région de Millbrook, se souvint avoir été appelé à la ferme Sullivan à plusieurs reprises durant les années 1820 et au début des années 1830. Chaque fois, on lui disait que l'un des enfants orphelins était tombé malade et avait besoin de soins médicaux. Cependant, le docteur Whitfield n'était jamais autorisé à examiner les enfants directement. Au lieu de cela, Constance décrivait les symptômes et demandait des médicaments spécifiques. Lorsque le docteur insistait pour voir ses patients, Constance expliquait que les enfants étaient trop effrayés par les étrangers, trop traumatisés par leurs expériences, pour permettre un examen par des hommes inconnus. La tromperie était si complète que même le pasteur local, le révérend Samuel Matthews, croyait en l'œuvre charitable de la famille Sullivan. Lors de ses visites occasionnelles à la ferme, le révérend Matthews félicitait Constance et Ezra pour leur compassion chrétienne à s'occuper d'autant d'enfants malheureux. Il proposait de trouver des foyers permanents pour les orphelins, mais Constance expliquait toujours qu'elle était déjà en correspondance avec des parents en Pennsylvanie qui finiraient par prendre les enfants. Le processus, l'assurait-elle, nécessitait simplement de la patience et un arrangement minutieux. Ce qu'aucun des membres de la communauté ne réalisait, c'est que Constance Sullivan avait perfectionné sa tromperie depuis plus de 2 décennies. Les enfants orphelins n'étaient pas des résidents temporaires attendant leur placement dans des familles aimantes. Ils étaient des prisonniers, achetés, kidnappés ou attirés de leur famille à travers de multiples États, maintenus dans des conditions qui feraient pleurer d'horreur les criminels endurcis. La découverte qui allait exposer les secrets horrifiants de la famille Sullivan commença par une série d'incidents apparemment sans lien au début de l'année 1834. Le mois de février avait été exceptionnellement rude, avec des températures bien en dessous de 0 pendant des semaines. Le froid mordant qui étreignait la Virginie cet hiver s'avérerait être à la fois une bénédiction et une malédiction pour les 47 enfants piégés sous la ferme des Sullivan. Le 23 février 1834, un marchand itinérant nommé Jacob Stern se rendait de Richmond à Charlottesville, lorsqu'une violente tempête de neige l'obligea à chercher un abri. La ferme Sullivan, étant le bâtiment le plus proche visible de la route, semblait être un choix naturel pour un hébergement d'urgence. Ezra Sullivan, malgré sa réticence évidente, ne pouvait guère refuser l'hospitalité à un voyageur échoué par un temps aussi dangereux. Stern décrivit plus tard la soirée comme étrangement tendue. Constance Sullivan servit un simple repas de pain de maïs et de porc salé, mais la conversation était guindée et gênée. Les Sullivan semblaient nerveux, échangeant constamment des regards et sursautant à chaque bruit. Quand Stern demanda des enfants dont on lui avait dit qu'ils vivaient à la ferme, Constance expliqua qu'ils dormaient tous et ne devaient pas être dérangés. Les enfants, dit-elle, avaient été malades de fièvre et avaient besoin de repos. Ce qui dérangea le plus Stern, c'était le bruit. Tout au long de la nuit, alors qu'il était allongé sur un lit de fortune dans le salon des Sullivan, il pouvait entendre ce qui ressemblait à des pleurs étouffés venant de sous le plancher.
Lorsqu'il en parla à Ezra le lendemain matin, Sullivan prétendit que c'était probablement juste le vent sifflant à travers les interstices des fondations. Le bruit était commun dans les vieilles maisons, surtout par temps froid. Stern accepta cette explication, mais quelque chose dans l'attitude des Sullivan continua à le troubler. Le deuxième incident se produisit 3 semaines plus tard, le 15 mars. Mary Catherine Flynn, une jeune immigrée irlandaise voyageant avec sa famille pour chercher du travail dans les champs de tabac autour de Richmond, fut séparée de leur groupe lors d'une traversée de rivière. Épuisée et effrayée, elle se dirigea vers la ferme Sullivan. Alors que l'obscurité tombait, Constance Sullivan la recueillit, lui offrant de la nourriture et un abri pour la nuit. Mary Catherine ne fut jamais revue vivante. Lorsque sa famille signala sa disparition au shérif de Richmond, ils décrivirent le dernier endroit où elle avait été vue et la direction que Mary Catherine avait prise. Une équipe de recherche fut organisée, mais les vastes étendues sauvages de la Virginie rendaient la recherche d'une seule personne disparue presque impossible. Les recherches furent abandonnées au bout d'une semaine, et Mary Catherine Flynn fut présumée morte d'exposition ou tuée par des animaux sauvages. L'incident final qui mènerait à la découverte se produisit le 2 avril 1834. Un fermier local nommé William Hutchinson chassait le lapin dans les bois bordant la propriété Sullivan lorsqu'il entendit quelque chose qui le glaça. De quelque part près de la ferme Sully, venait le son d'enfants qui hurlaient. Non pas les cris ordinaires de jeunes en train de jouer, mais des hurlements bruts, désespérés, de terreur pure. Hutchinson se rapprocha pour enquêter, se cachant derrière un bosquet de chênes à une 50aine de mètres de la maison Sullivan. Pendant près d'1 heure, il regarda et écouta. Les cris continuaient par intermittence, semblant toujours venir de sous la maison plutôt que de l'intérieur. À un moment donné, il vit Ezra Sullivan émerger de ce qui semblait être une porte de cave sur le côté de la maison. Sullivan regarda autour de lui nerveusement, puis disparut de nouveau sous terre. Lorsque Hutchinson rapporta ce dont il avait été témoin à ses voisins, les opinions furent partagées. Certains suggérèrent que les enfants orphelins pourraient être plus perturbés que les Sullivan ne l'avaient indiqué, nécessitant peut-être une discipline ou des traitements médicaux qui pourraient être pénibles. D'autres, cependant, commencèrent à se souvenir de détails étranges qui n'avaient pas semblé importants auparavant. Les quantités inhabituelles de nourriture que Constance Sullivan achetait, les bruits étranges que les voisins entendaient occasionnellement la nuit, le fait qu'aucun des prétendus orphelins n'avait jamais été vu en ville ou lors de rassemblements communautaires. Le shérif Benjamin Crawford, un homme de loi vétéran qui avait servi le comté de Henriot pendant plus de 15 ans, écarta initialement les inquiétudes comme des ragots de voisinage. Cependant, lorsque William Hutchinson l'approcha directement et insista pour déposer une plainte officielle, Crawford accepta d'enquêter. La loi l'obligeait à suivre les rapports de potentiels abus sur enfants, indépendamment de son opinion personnelle sur les accusateurs. Le matin du 8 avril 1834, le shérif Crawford se rendit à la ferme Sullivan accompagné de son adjoint, Marcus Webb. Ils arrivèrent juste après le lever du soleil, s'attendant à mener une inspection routinière qui mettrait fin aux rumeurs de la communauté. Constance Sullivan les rencontra à la porte, son attitude calme et accueillante. Elle invita les officiers à entrer pour prendre un café et exprima son inquiétude concernant les commérages circulant dans la communauté. La conversation commença assez normalement. Constance expliqua à nouveau les enfants orphelins. Elle montra aux officiers des lettres qu'elle prétendait avoir reçues de parents en Pennsylvanie et proposa d'organiser une rencontre entre les enfants et le shérif Crawford une fois qu'ils se seraient remis de leur récente maladie. Tout semblait parfaitement raisonnable jusqu'à ce que l'adjoint Webb demande à utiliser les toilettes extérieures. Alors que Webb faisait le tour de la maison, il remarqua quelque chose qui glaça son sang. La porte de la cave que William Hutchinson avait vu Ezra Sullivan utiliser était sécurisée avec 3 cadenas séparés. De lourdes chaînes enroulées autour des poignées de porte et le bois autour des serrures montraient des signes de griffures désespérées, comme si quelqu'un avait essayé de gratter pour sortir de l'intérieur. Lorsque Webb retourna à la maison et informa tranquillement le shérif Crawford de ce qu'il avait observé, les 2 hommes surent qu'ils avaient affaire à quelque chose de bien plus grave que des commérages de communauté. Crawford demanda poliment à Constance de leur montrer la cave, explique, ou en qu'une inspection approfondie aiderait à dissiper les rumeurs.
Le changement dans la démence de Constance Sullivan fut immédiat et glaçant. Son visage pâlit. Ses mains se mirent à trembler et elle se mit à balbutier que la cave était dangereuse, que les enfants n'avaient pas le droit d'y aller, qu'il n'y avait rien à voir à part de vieux équipements agricoles et du stockage. Ce fut à ce moment-là qu'ils l'entendirent. De quelque part sous leurs pieds vint le son d'enfants qui pleuraient, suivi d'une voix faible, appelant à l'aide. Le son était étouffé, mais incontestable, et il venait directement en dessous de la cuisine où ils se tenaient. Les suites immédiates de cette première découverte hanteraient le shérif Crawford pour le restant de ses jours. Lorsqu'il força la porte de la cave avec son adjoint Webb, la puanteur qui s'éleva des ténèbres en dessous était accablante. Un mélange de déchets humains, de corps non lavés, et autre chose que Crawford décrivit plus tard comme l'odeur du désespoir lui-même. Le sous-sol qu'Ezra Sullivan avait passé plus de 2 décennies à construire était un chef-d'œuvre de cruauté calculée. La chambre principale s'étendait bien au-delà de l'empreinte de la maison au-dessus, s'enfonçant dans la terre comme un terrier souterrain. Des murs de pierre soigneusement mortaisés et conçus pour étouffer le son créaient une série de pièces interconnectées. La plus grande chambre, directement sous la cuisine, abritait la plupart des enfants. Ils étaient enchaînés à des anneaux de fer encastrés dans les murs de pierre. Chaque enfant était maintenu par des menottes autour de ses chevilles. Les chaînes étaient assez longues pour permettre un mouvement dans une petite zone, mais empêchaient toute possibilité d'évasion. Les enfants avaient entre 6 et 16 ans environ. Ils étaient émaciés, leurs vêtements réduits à des haillons, leur corps portant les marques d'une négligence et de sévices prolongés. Beaucoup montraient des signes de maladie. Fièvre, problèmes respiratoires et affections cutanées provenant du fait de vivre dans cet espace souterrain humide et non ventilé. Ce qui frappa le plus les 2 officiers, ce fut le silence. Après les appels à l'aide initiaux, les enfants ne dirent rien. Ils fixaient simplement les nouveaux venus avec des yeux qui ne contenaient aucun espoir, aucune attente de sauvetage. L'adjoint Webb, père de 4 enfants, dut quitter la cave 2 fois pour vomir. Le shérif Crawford, malgré ses années d'expérience en application de la loi, se trouva incapable de traiter l'ampleur totale de ce qu'il voyait. La nature méthodique de l'emprisonnement, les preuves d'une planification à long terme, le nombre pur de victimes, c'était au-delà de tout dans son expérience ou son imagination. Dans les chambres plus petites, Crawford et Webb trouvèrent des preuves du système de contrôle des Sullivan. Une pièce contenait des ceps et des dispositifs de contention pour les punitions. Une autre contenait ce qui semblait être une zone médicale primitive où les enfants étaient soignés pour des blessures et des maladies, non par compassion, mais pour les garder en vie et fonctionnels. Une 3e pièce contenait des registres détaillés qui s'avéreraient cruciaux pour l'enquête. Nom, âge, date d'arrivée et notes sur la condition et le comportement de chaque enfant. Les registres révélèrent l'ampleur de l'opération Sullivan. Des enfants arrivaient à la ferme régulièrement depuis 1812, peu après l'arrivée de Constance Sullivan à Millbrook. Les sources variaient. Certains étaient des orphelins achetés à des hospices surchargés. D'autres étaient des fugueurs attirés par des promesses de nourriture et d'abri. Et d'autres encore semblaient avoir été simplement kidnappés à leur famille. Les registres montraient qu'au fil des ans, plus de 90 enfants étaient passés par le sous-sol des Sullivan. La question évidente, ce qui était arrivé aux autres, fut répondue de la manière la plus horrifiante possible. Dans une chambre séparée, atteinte par un passage étroit qui nécessitait de ramper, Crawford et Webb trouvèrent les restes d'au moins 36 enfants. Certains semblaient être morts de maladie ou de malnutrition. D'autres montraient des signes de violence. Tous avaient été enterrés dans des fosses peu profondes sous le sol de la cave, leurs corps recouverts de chaux pour contrôler l'odeur et la décomposition. L'enquête qui suivit la découverte initiale se poursuivit pendant des mois, alors que les autorités luttaient pour comprendre comment une entreprise criminelle d'une telle ampleur avait pu opérer sans être détectée pendant plus de 2 décennies. La réponse résidait dans le génie de la tromperie de Constance Sullivan et sa compréhension de la psychologie humaine. Elle avait créé un personnage presque parfaitement conçu pour éviter les soupçons dans une communauté rurale des années 1830. Le personnage de la femme charitable prenant soin d'enfants orphelins attirait les valeurs chrétiennes de la communauté tout en expliquant les aspects inhabituels du ménage Sullivan. L'histoire d'enfants traumatisés trop effrayés pour interagir avec des étrangers fournissait une excuse toute prête pour expliquer pourquoi les prétendus orphelins n'étaient jamais vus en public.
L'affirmation que des foyers permanents étaient en cours d'arrangement avec des parents éloignés expliquait pourquoi les enfants ne semblaient jamais quitter la ferme. Plus astucieusement encore, Constance avait créé de multiples couches de protection pour son opération. Les enfants étaient enseignés à l'appeler mère, s'assurant que si quelqu'un les surprenait, cela semblerait une relation familiale naturelle. Les rares fois où des enfants avaient été aperçus par des étrangers, ils avaient été soigneusement coachés pour rester silencieux et paraître timides plutôt que terrorisés. Les achats substantiels de nourriture s'expliquaient par la présence de multiples enfants, tandis que les fournitures médicales étaient justifiées par la prétendue mauvaise santé des jeunes orphelins. La configuration physique de l'opération était tout aussi bien planifiée. La construction du sous-sol avait été étalée sur de nombreuses années, différents ouvriers s'occupant de différents aspects du projet. Aucun artisan n'avait vu la disposition complète ou compris le véritable objectif des modifications. L'isolation phonique était assez efficace pour que même les voisins proches n'entendent rarement quelque chose de suspect. Et quand ils le faisaient, les bruits pouvaient être expliqués comme des activités agricoles ordinaires ou le bruit normal d'enfants qui jouent. Peut-être le plus troublant était le système de contrôle psychologique que Constance avait développé. On disait aux enfants qu'ils avaient été abandonnés par leur famille, que personne ne les cherchait et que le monde extérieur était dangereux et hostile. Ceux qui se comportaient correctement recevaient une nourriture et des conditions de vie légèrement meilleures. Ceux qui causaient des problèmes étaient soumis à des punitions qui servaient d'exemples aux autres. Avec le temps, la plupart des enfants acceptèrent leur captivité comme étant simplement le cours normal de leur vie. La réaction de la communauté à la découverte fut un choc complet et une incrédulité. De nombreux résidents refusèrent initialement de croire que Constance Sullivan, la femme tranquille qui avait vécu parmi eux pendant plus de 20 ans, pouvait être capable d'actes aussi monstrueux. Certains suggérèrent qu'elle avait dû être contrainte par son mari ou que toute la situation était en quelque sorte un malentendu. Ces dénis devinrent impossibles à maintenir à mesure que plus de preuves émergeaient. Les registres détaillés trouvés dans le sous-sol incluaient non seulement des informations sur les enfants, mais aussi une correspondance avec des contacts criminels dans d'autres États. Constance Sullivan faisait partie d'un réseau qui trafiquait des enfants, achetant et vendant de jeunes victimes à travers les lignes étatiques. La ferme Sullivan n'était qu'une opération dans une entreprise criminelle plus large qui s'étendait de la Pennsylvanie à la Géorgie. Alors que le shérif Crawford approfondissait l'affaire Sullivan, des modèles troublants commencèrent à émerger, suggérant que l'opération était bien plus sophistiquée que ce que l'on croyait initialement. La correspondance trouvée dans le sous-sol révéla que Constance Sullivan avait été en contact régulier avec au moins 12 autres individus à travers 5 États, tous apparemment impliqués dans des activités similaires. Les lettres, écrites dans un code simple qui fut finalement déchiffré, discutaient de livraison de marchandises et de contrôle qualité dans un langage qui se référait clairement au trafic d'êtres humains. Une lettre, datée seulement 3 mois avant la découverte, provenait de quelqu'un identifié seulement comme Morrison à Philadelphie. Morrison écrivait qu'il avait 6 nouveaux articles d'âge et conditions variées qui conviendraient à vos besoins. La lettre incluait des descriptions détaillées des enfants, leurs âges approximatifs et leurs conditions physiques. Plus troublant encore, elle incluait des notes sur leur tempérament, quels enfants étaient dociles et lesquels pourraient nécessiter un dressage supplémentaire. Les registres financiers peignirent une image encore plus horrifiante. Constance Sullivan payait entre 50 et 200 $ par enfant, selon l'âge et la condition. Elle recevait également des paiements d'autres endroits, suggérant que la ferme Sullivan servait à la fois de destination et de point de distribution pour les enfants trafiqués. Le montant total d'argent impliqué était stupéfiant pour l'époque, plus de 8 000 $ de transactions sur 2 décennies, l'équivalent de plusieurs centaines de milliers de dollars modernes. Le docteur Marcus Whitfield, le médecin itinérant qui avait été appelé à la ferme Sullivan à plusieurs reprises, devint un témoin clé alors que l'enquête s'élargissait. Interrogé, il révéla que Constance Sullivan avait toujours été inhabituellement spécifique sur les médicaments qu'elle demandait. Elle avait une connaissance détaillée du traitement de la malnutrition, des infections respiratoires et d'autres conditions communes chez les enfants gravement négligés. Elle avait également demandé des sédatifs et d'autres drogues qui pourraient être utilisées pour contrôler des prisonniers difficiles. Le témoignage du docteur mena à une autre réalisation glaçante.
Constance Sullivan avait étudié systématiquement comment garder un grand nombre d'enfants en vie dans des conditions de privation extrême. Les fournitures médicales qu'elle achetait, les questions qu'elle posait, même la disposition du sous-sol, tout était conçu pour maximiser le taux de survie de ces prisonniers, tout en minimisant les ressources nécessaires pour les maintenir. L'homme d'affaires local Thomas Henderson fournit des pièces supplémentaires du puzzle. Un examen de ses registres de vente montra que Constance Sullivan avait acheté des quantités croissantes de fournitures de base au fil des ans. Ce qui semblait être les besoins croissants d'un ménage charitable était en fait la preuve d'une opération criminelle en expansion. Henderson se souvint aussi de demandes spécifiques pour des articles qui semblaient inhabituels à l'époque. Des couvertures supplémentaires, de grandes quantités de vêtements d'enfants et des achats en gros de médicaments simples. L'enquête révéla également le rôle d'Ezra Sullivan dans l'opération. Alors que Constance semblait être le cerveau, Ezra était responsable de l'entretien physique de la prison et de la manipulation des enfants. Plusieurs des victimes survivantes, lorsqu'elles furent enfin capables de parler, le décrivirent comme le bras armé qui exécutait les punitions et maintenait la discipline. Son travail de construction sur le sous-sol n'avait pas été qu'une expansion. Cela avait été un affinement constant d'un système conçu pour maintenir des êtres humains en captivité. La révélation la plus troublante vint de l'analyse des registres des enfants qui avaient disparu de la ferme Sullivan au fil des ans. Les livres de comptes montraient que certains enfants avaient été transférés vers d'autres endroits, suggérant un réseau d'acheteurs et de vendeurs à travers de multiples États. D'autres avaient été marqués comme inaptes ou problématiques des entrées qui correspondaient aux restes trouvés dans la chambre funéraire du sous-sol. La portée de l'enquête s'élargit alors que les autorités d'autres États commencèrent à examiner leurs propres disparitions non résolues. Les rapports d'enfants disparus de Pennsylvanie, du Maryland, de Caroline du Nord et de Caroline du Sud présentaient des similitudes troublantes. Beaucoup des enfants disparus correspondaient au profil de ceux trouvés à la ferme Sullivan. Pauvres, orphelins ou de familles qui n'avaient probablement pas les ressources pour les rechercher extensivement. Des marshals fédéraux furent appelés pour coordonner l'enquête multi-États. C'était sans précédent pour l'époque, car la plupart des applications de la loi étaient strictement locales. L'affaire Sullivan représentait l'une des premières grandes enquêtes criminelles à traverser les lignes étatiques et à impliquer des autorités fédérales. Les implications légales étaient compliquées par le fait que de nombreux crimes s'étaient produits dans différentes juridictions sous différentes lois. Alors que les semaines passaient, plus de survivants commencèrent à raconter leurs histoires. Les récits étaient remarquablement cohérents, décrivant des années d'emprisonnement, des abus systématiques et une manipulation psychologique. Les enfants décrivirent comment les nouveaux arrivants étaient brisés, soumis à l'isolement, à la punition et à l'endoctrinement jusqu'à ce qu'ils acceptent leur sort. Ils parlèrent d'une hiérarchie complexe parmi les prisonniers, les enfants plus âgés recevant des privilèges mineurs en échange de leur aide pour contrôler les plus jeunes. Les survivants révélèrent également l'étendue de la manipulation psychologique de Constance Sullivan. Elle avait convaincu beaucoup d'enfants qu'ils étaient sans valeur, que leurs familles les avaient vendus ou abandonnés, et qu'ils méritaient leur traitement. Certains des enfants plus âgés, qui avaient été emprisonnés pendant des années, résistèrent initialement aux efforts de sauvetage parce qu'ils avaient été conditionnés à croire que le monde extérieur était encore plus dangereux que leur captivité. L'enquête découvrit des preuves des méthodes de Sullivan pour acquérir des victimes. Elle avait développé des relations avec des fonctionnaires corrompus dans des hospices et des orphelinats qui fournissaient des enfants en échange de paiement. Elle avait également cultivé des contacts parmi les éléments criminels des grandes villes qui pouvaient identifier des enfants vulnérables, fugueurs, orphelins des rues et d'autres qui ne seraient pas manqués immédiatement. Peut-être le plus glaçant, les registres montrèrent que l'opération Sullivan avait été en expansion ces dernières années. Le nombre d'enfants détenus avait augmenté et il y avait des plans dans la correspondance pour établir des installations similaires dans d'autres endroits. La découverte à la ferme Sullivan avait apparemment interrompu une entreprise criminelle qui était sur le point de devenir une opération beaucoup plus grande. La percée qui mènerait à l'exposition complète du réseau Sullivan vint d'une source inattendue. Parmi les enfants survivants se trouvait une fille nommée Rebecca, âgée d'environ 14 ans, qui avait été détenue plus longtemps que tous les autres. Contrairement aux autres enfants qui avaient été brisés par leur calvaire,
Rebecca avait maintenu une étincelle de défiance et une mémoire extraordinaire pour les détails. Rebecca avait été kidnappée de la ferme de sa famille en Pennsylvanie en 1829 alors qu'elle n'avait que 9 ans. Elle se souvenait de tout de sa capture. Comment une femme prétendant être une parente éloignée était arrivée à leur ferme. Comment elle avait été attirée avec des promesses de sucreries et d'une promenade en ville. Comment elle s'était réveillée enchaînée dans le sous-sol des Sullivan. Plus important encore, elle se souvenait de chaque conversation qu'elle avait surprise entre Constance Sullivan et les divers visiteurs qui étaient venus à la ferme au fil des ans. Le témoignage de Rebecca révéla que l'opération Sullivan n'était qu'une partie d'un réseau beaucoup plus vaste. Elle avait entendu Constance discuter d'autres fermes, d'autres endroits où des enfants étaient détenus. Elle se souvenait de noms, de dates et de détails sur des expéditions d'enfants déplacés entre différentes installations. Ces informations fournirent aux forces de l'ordre leur première image complète de l'ampleur de l'entreprise criminelle. La révélation la plus significative vint lorsque Rebecca décrivit une visite qui avait eu lieu seulement 2 semaines avant la découverte. Un homme bien habillé était arrivé à la ferme dans une calèche coûteuse accompagné de 2 autres hommes. Rebecca avait été sélectionnée avec 3 autres enfants pour être inspectés par les visiteurs. L'homme les avait examinés attentivement, vérifiant leurs dents, leur tonus musculaire et leur santé générale comme un acheteur évaluant du bétail. Le visiteur avait finalement décidé de n'acheter aucun des enfants, se plaignant qu'ils étaient trop endommagés pour ses besoins. Cependant, il avait laissé une lettre contenant des spécifications détaillées pour le type d'enfant qu'il souhaitait acheter. La lettre, qui fut trouvée parmi les papiers de Constance Sullivan, décrivait des exigences pour des enfants d'âge, de caractéristiques physiques et de tempérament spécifiques. Le langage était froid et commercial, discutant d'êtres humains comme des commodités à acheter et vendre. La lettre était signée Hatch Blackwood et incluait une adresse de retour à Charleston, en Caroline du Sud. Lorsque les autorités enquêtèrent, elles découvrirent que Henry Blackwood était un riche propriétaire de plantation qui avait acheté des enfants pendant des années, ostensiblement comme domestiques, mais en réalité pour des desseins que l'enquête révélerait être encore plus sinistres que l'opération Sullivan. Le lien Blackwood ouvrit une dimension entièrement nouvelle de l'affaire. Les propriétaires de plantations du Sud, apparemment, utilisaient le réseau de trafic d'enfants pour acquérir des travailleurs qui seraient complètement sous leur contrôle. Contrairement aux personnes asservies qui avaient certaines protections légales et dont la disparition pourrait être remarquée, les enfants trafiqués pouvaient être travaillés à mort sans conséquences légales. Ils n'avaient pas de famille pour les rechercher, pas de statut légal pour les protéger et aucun espoir de fuite. L'enquête sur le lien Blackwood révéla que plusieurs autres familles sudistes prominentes avaient été impliquées dans des achats similaires. Les enfants étaient utilisés non seulement comme main-d'œuvre, mais comme sujet pour des expériences médicales, comme cible pour des divertissements violents et pour des dessins que les enquêteurs trouvèrent trop troublants pour documenter pleinement dans leurs rapports officiels. Alors que l'ampleur du réseau criminel devenait claire, l'enquête fit face à une résistance croissante d'intérêts puissants. Plusieurs des familles impliquées dans l'achat d'enfants avaient des connexions politiques significatives et des ressources substantielles pour se protéger. Des menaces commencèrent à être proférées contre les enquêteurs, les témoins et même les enfants survivants. Le shérif Crawford reçut des lettres anonymes l'avertissant d'abandonner l'enquête. L'adjoint Webb fut attaqué par des agresseurs inconnus en rentrant du travail. Le docteur Whitfield vit sa pratique médicale soudainement boycottée par plusieurs patients prominents. La pression était clairement conçue pour intimider les forces de l'ordre et empêcher l'exposition de l'étendue totale du réseau. La situation devint encore plus dangereuse lorsque l'un des enfants survivants, un garçon nommé Timothy, qui avait fourni un témoignage crucial, disparut de l'abri temporaire où il était hébergé. Une recherche fut menée, mais Timothy ne fut jamais retrouvé. Le message était clair. Ceux qui coopéraient avec l'enquête feraient face à de sévères conséquences. Malgré l'intimidation, l'enquête continua. Les marshals fédéraux fournirent une sécurité supplémentaire pour les témoins et enquêteurs clés. Les enfants survivants furent déplacés vers des endroits plus sécurisés et des gardes armés furent postés à la ferme Sullivan pour protéger les preuves physiques. L'affaire était devenue un test pour savoir si le système juridique américain pouvait fonctionner face à des crimes impliquant des auteurs riches et puissants. La pression atteignit son paroxysme lorsque Constance Sullivan elle-même fut trouvée morte dans sa cellule de prison.
La cause officielle du décès fut listée comme un suicide, mais les circonstances étaient suspectes. Sullivan devait témoigner sur l'étendue totale du réseau criminel, incluant les noms de tous ses contacts et clients. Sa mort élimina le témoin le plus important de l'enquête et la source d'informations sur la conspiration plus large. La mort mystérieuse de Constance Sullivan envoya des ondes de choc à travers l'équipe d'enquête. Si des intérêts puissants étaient prêts à éliminer des témoins clés, personne impliqué dans l'affaire n'était en sécurité. L'enquête avait découvert une entreprise criminelle si vaste et si bien connectée qu'elle posait une menace à certaines des familles les plus prominentes de la société américaine. Juste quand il semblait que l'enquête pourrait être déviée par l'intimidation et la violence, un développement inattendu changea tout. Un ancien employé de Henry Blackwood, motivé par la culpabilité sur ce dont il avait été témoin, se présenta avec des preuves qui feraient exploser l'affaire. L'employé, un homme nommé Samuel Pierce, avait travaillé comme contremaître sur la plantation Blackwood et avait une connaissance détaillée des enfants qui avaient été achetés via le réseau Sullivan. Pierce apporta avec lui des documents qui prouvaient le lien entre l'opération Sullivan et les acheteurs du Sud. Plus important encore, il avait été témoin du sort de nombreux enfants vendus aux propriétaires de plantations. Son témoignage fournirait les dernières pièces du puzzle et exposerait l'horreur totale de ce qui était arrivé aux enfants les plus vulnérables d'Amérique. Le témoignage de Samuel Pierce devant le grand jury fédéral à Richmond deviendrait l'un des comptes rendus les plus troublants de l'histoire juridique américaine. Pierce, homme dans la quarantaine aux mains, marqué par le travail et au regard hanté, avait travaillé pour Henry Blackwood pendant plus d'une décennie. Ce qu'il avait vu sur la plantation Blackwood et ce qu'il révéla sur le sort des enfants. Sullivan choqua même les enquêteurs aguerris qui pensaient comprendre l'ampleur de l'entreprise criminelle. Pierce décrivit comment la plantation Blackwood opérait deux systèmes séparés. La plantation principale utilisait une main-d'œuvre asservie pour la production de coton, opérant sous le modèle économique typique, bien que brutal, de l'agriculture sudiste. Cependant, Blackwood avait également établi ce que Pierce appelait les « quartiers expérimentaux », une installation séparée où les enfants trafiqués étaient détenus pour des desseins n'ayant rien à voir avec la production agricole. Les enfants achetés du réseau Sullivan étaient utilisés comme sujets pour des expériences médicales que Blackwood menait avec plusieurs associés, incluant 2 médecins du Charleston Medical College. Les expériences étaient conçues pour tester les limites de l'endurance humaine, étudier les effets de diverses drogues et traitements, et satisfaire la curiosité scientifique d'hommes qui voyaient les enfants comme des animaux de laboratoire plutôt que des êtres humains. Le témoignage le plus accablant de Pierce concernait les registres détaillés que Blackwood maintenait de ses expériences. Le propriétaire de plantation avait tout documenté, les réactions des enfants à différents traitements, leur taux de survie sous diverses conditions, et la progression de maladies qui étaient délibérément introduites pour étudier leurs effets. Les registres montraient que Blackwood et ses associés avaient mené une torture systématique déguisée en recherche médicale. Le témoignage révéla qu'au moins 37 enfants du réseau Sullivan avaient été vendus à Blackwood au fil des ans. Parmi ceux-ci, seulement 4 avaient survécu assez longtemps pour être transférés à d'autres acheteurs. Les autres étaient morts des suites des expériences, de malnutrition ou des conditions de travail brutales dans les quartiers expérimentaux. Leurs corps avaient été enterrés dans des fosses non marquées dans une section reculée de la plantation. Pierce fournit également des informations sur le réseau plus large d'acheteurs. Il avait été présent à des réunions où Blackwood discutait d'achats avec d'autres propriétaires de plantations, des hommes d'affaires riches et même certains politiciens. Les conversations qu'il surprit révélèrent que le réseau de trafic s'étendait bien au-delà de ce que les enquêteurs avaient imaginé. Des enfants étaient achetés et vendus à travers tout le pays, différents acheteurs ayant différentes exigences et desseins. La révélation la plus choquante vint lorsque Pierce décrivit un rassemblement dont il avait été témoin à l'automne 1833. Blackwood avait organisé ce qu'il appelait une démonstration pour des acheteurs potentiels de tout le Sud. L'événement était conçu pour mettre en valeur la qualité des enfants disponibles via le réseau et démontrer les diverses utilisations auxquelles ils pouvaient être destinés. La description de ce rassemblement par Pierce était si troublante que plusieurs membres du grand jury durent quitter la salle. La démonstration avait inclus des displays de la capacité des enfants à effectuer divers types de travail, leurs réponses à différentes formes de punition et de contrôle,
et leur aptitude à différents types d'exploitation. Les acheteurs avaient été encouragés à examiner les enfants de près, à tester leurs réactions et à passer des commandes pour des types spécifiques de victimes. L'ensemble de l'événement s'était déroulé avec l'atmosphère décontractée et commerciale d'une vente aux enchères de bétail. Le témoignage de Pierce révéla également la portée financière du réseau. Les prix payés pour les enfants variaient dramatiquement selon leur âge, leurs conditions physiques et leur usage prévu. Les enfants plus jeunes, qui pouvaient être plus facilement contrôlés et conditionnés, atteignaient des prix plus élevés. Les enfants avec des caractéristiques physiques ou des capacités spécifiques étaient vendus à des taux premium. Le montant total d'argent impliqué dans le réseau était estimé à des centaines de milliers de dollars, une fortune pour l'époque. L'équipe d'enquête utilisa les informations de Pierce pour coordonner des raids sur de multiples locations à travers le Sud. Des marshals fédéraux, travaillant avec les forces de l'ordre local, frappèrent simultanément à des plantations, des entrepôts et d'autres installations où des enfants trafiqués étaient détenus. Les raids furent menés dans le secret pour prévenir la destruction de preuves et la fuite des principaux perpétrateurs. Les résultats des raids coordonnés furent stupéfiants. Plus de 100 enfants supplémentaires furent secourus de diverses locations. Des preuves physiques furent saisies qui documentaient l'étendue totale du réseau de trafic, incluant des registres financiers, de la correspondance et des journaux détaillés d'achats et de ventes. Plusieurs individus prominents furent arrêtés, incluant Henry Blackwood, 2 médecins du Charleston Medical College et un législateur d'État de Géorgie, qui avait été l'un des meilleurs clients du réseau. Les preuves saisies pendant les raids peignirent une image d'un mal systématique qui choqua la nation. Le réseau de trafic opérait depuis plus de 30 ans, avait impliqué des douzaines d'acheteurs et vendeurs majeurs, et avait victimisé des centaines d'enfants. Le niveau d'organisation et de sophistication était sans précédent pour toute entreprise criminelle de l'époque. Les expériences médicales menées par Blackwood et ses associés étaient documentées en détails horrifiants. Les registres montraient que les expérimentateurs avaient délibérément infecté des enfants avec des maladies pour étudier leur progression, avaient testé divers poisons et toxines et avaient conduit des procédures chirurgicales sans anesthésie ou formation médicale appropriée. Les enfants avaient été traités comme des sujets de recherche jetables, leur vie valorisée seulement pour la connaissance scientifique qui pouvait être extraite de leur souffrance. L'enquête révéla également la corruption qui avait rendu le réseau possible. Des fonctionnaires dans des orphelinats, des hospices et des gouvernements locaux avaient été soudoyés pour fournir des enfants ou ignorer leur disparition. Des juges avaient été payés pour déclarer des enfants abandonnés ou approuver des adoptions qui étaient en réalité des ventes. Même certains responsables de l'application de la loi avaient été impliqués dans la dissimulation de preuves et l'intimidation de témoins. Les procédures judiciaires qui suivirent traînèrent pendant des années, alors que les procureurs luttaient pour amener la justice aux victimes de crimes qui s'étaient produits à travers de multiples États et juridictions. La complexité de l'affaire, combinée à la richesse et aux connexions politiques de nombreux accusés, rendit les poursuites extrêmement difficiles. Plusieurs accusés clés échappèrent à la condamnation sur des bases techniques ou grâce à l'influence de puissants alliés. Cependant, l'exposition publique du réseau de trafic eut des effets profonds qui s'étendirent bien au-delà des procédures judiciaires. L'affaire Sullivan devint un catalyseur pour la première législation fédérale abordant le trafic d'enfants et les abus. Elle mena à des réformes dans la surveillance des orphelinats et des hospices et à l'établissement de nouvelles protections légales pour les enfants vulnérables. La résolution finale de l'affaire Sullivan prendrait près de 5 ans à se compléter, mais son impact sur la société américaine fut immédiat et profond. La réaction du public aux révélations fut une horrifiante fascination mêlée à une détermination à empêcher de telles atrocités de se reproduire. Les journaux à travers le pays couvrirent l'histoire avec un détail sans précédent, de nombreuses publications consacrant des numéros entiers aux découvertes de l'enquête. Les enfants survivants firent face à un chemin long et difficile vers le rétablissement. La plupart avaient été détenus pendant des années et n'avaient aucun souvenir de la vie avant leur captivité. Les 47 enfants secourus du sous-sol Sullivan nécessitèrent des traitements médicaux extensifs, des soins psychologiques et un travail patient pour les aider à se réadapter à une interaction humaine normale. Beaucoup ne se remirent jamais complètement de leur calvaire, portant des cicatrices physiques et émotionnelles pour le restant de leurs jours.
Rebecca, la fille de 14 ans dont le témoignage avait été crucial pour exposer le réseau plus large, devint une sorte de célébrité alors que la nouvelle de son courage se répandait. Cependant, l'attention s'avéra écrasante pour quelqu'un qui avait enduré un tel trauma. Elle fut finalement placée avec une famille Quaker en Pennsylvanie qui fournit l'environnement calme et soutenant dont elle avait besoin pour guérir. Rebecca vécut jusqu'à 73 ans, se mariant finalement et élevant sa propre famille. Mais elle ne parla plus jamais publiquement de ses expériences après son témoignage au procès. Les procédures judiciaires révélèrent l'étendue totale de la corruption qui avait permis au réseau de trafic. Ezra Sullivan, qui avait été capturé pendant le raid initial, fut reconnu coupable de multiples charges de kidnapping, d'emprisonnement et de meurtre. Il fut exécuté par Penday, à Richmond, le 15 novembre 1836 devant une foule de plus de 3000 personnes. Ses derniers mots, selon des témoins, furent une confession qu'il avait suivi le chemin du diable et une supplique de pardon aux enfants qu'il avait aidés à torturer. Le procès de Henry Blackwood devint une sensation qui exposa les dessous sombres de la Société des plantations du Sud. Les registres médicaux saisis de sa plantation fournirent des preuves de torture systématique et de meurtres qui choquèrent même les observateurs aguerris. Blackwood fut reconnu coupable de multiples meurtres et condamné à mort, mais son exécution fut retardée pendant des années par des appels et des manœuvres politiques. Il mourut finalement en prison en 1841, apparemment d'une crise cardiaque, bien que certains aient suspecté qu'il avait été empoisonné par des associés qui craignaient qu'il ne révèle des secrets supplémentaires. Les 2 médecins du Charleston Medical College qui avaient participé aux expériences furent expulsés de la profession médicale et condamnés à de longues peines de prison. Leurs cas menèrent à de nouvelles régulations régissant la recherche médicale et le traitement des sujets humains. Le collège médical lui-même fit face à un scandale qui faillit entraîner sa fermeture, alors que les enquêteurs révélaient que plusieurs autres membres du corps professoral avaient une connaissance des expériences illégales, mais avaient omis de les signaler. L'aspect le plus frustrant de l'enquête fut le nombre d'individus puissants qui échappèrent à la justice malgré des preuves claires de leur implication. Plusieurs riches propriétaires de plantations fuirent en Europe avant de pouvoir être arrêtés. D'autres utilisèrent de leurs connexions politiques pour éviter les poursuites ou recevoir des sentences minimales qui ne reflétaient pas la sévérité de leurs crimes. Un législateur d'État de Géorgie, qui avait été l'un des principaux clients du réseau, fut censuré par sa législature, mais ne fit jamais face à des charges criminelles. L'enquête financière révéla que le réseau de trafic avait généré des profits énormes pour ses organisateurs. Constance Sullivan, seule, avait accumulé plus de 12 000 $ de profit sur ses 20 ans d'opération, une somme équivalente à plusieurs centaines de milliers de dollars modernes. Une grande partie de cet argent ne fut jamais récupérée, car il avait été investi dans des entreprises légitimes ou caché dans des comptes que les enquêteurs ne purent tracer. La ferme Sullivan elle-même devint un symbole des horreurs qui avaient été découvertes. La propriété fut saisie par le gouvernement et finalement vendue aux enchères. Mais personne ne voulut vivre dans un endroit associé à un tel mal. La maison fut démolie en 1845 et le sous-sol fut rempli de béton et scellé définitivement. Un petit cimetière fut établi sur le site pour commémorer les enfants qui y étaient morts, bien que la plupart de leurs noms ne fussent jamais connus. L'affaire mena à des réformes significatives dans la protection de l'enfance. La Virginie passa les premières lois complètes de protection de l'enfance de l'histoire américaine, établissant la surveillance gouvernementale des orphelinats et exigeant des vérifications des antécédents pour quiconque cherchant à adopter ou s'occuper d'un grand nombre d'enfants. D'autres États suivirent rapidement avec une législation similaire, créant la fondation des systèmes modernes de protection de l'enfance. Le gouvernement fédéral répondit également avec de nouvelles lois abordant les crimes inter-États et le trafic d'êtres humains. L'affaire Sullivan avait démontré les limitations de l'application de la loi État par État face à des crimes traversant les frontières juridictionnelles. De nouveaux statuts fédéraux donnèrent aux marshals une autorité étendue pour enquêter et poursuivre les affaires de trafic, établissant des précédents qui s'avéreraient cruciaux. Dans les développements ultérieurs de la justice criminelle. Peut-être le plus important, l'affaire changea la prise de conscience du public sur la vulnérabilité des enfants et le besoin de protection systématique. La notion romantique de l'individu charitable prenant soin d'enfants orphelins fut remplacée par une compréhension plus réaliste du besoin de surveillance institutionnelle et de garantie légale.
L'expression « une autre affaire Sullivan » entra dans l'usage commun comme un avertissement sur le potentiel d'abus dans des situations impliquant des enfants vulnérables. Le docteur Marcus Whitfield, le médecin qui avait involontairement permis l'opération Sullivan through ses consultations médicales, dédia le restant de sa carrière au bien-être des enfants. Il établit des cliniques gratuites spécifiquement pour les enfants orphelins et abandonnés et devint un avocat de réforme dans la pratique médicale qui empêcherait les médecins d'être manipulés par des criminels. Ses écrits ultérieurs sur l'éthique médicale furent lourdement influencés par son expérience avec l'affaire Sullivan. Le shérif Benjamin Crawford, qui avait mené l'enquête initiale, fut promu marshal fédéral et passa le restant de sa carrière à poursuivre des affaires similaires. Il devint l'un des premiers responsables de l'application de la loi à se spécialiser dans les crimes contre les enfants, développant des techniques et procédures d'enquête qui seraient utilisées pendant des décennies. Les rapports détaillés de Crawford sur l'affaire Sullivan devinrent une lecture obligatoire pour les officiers de police à travers le pays. Les histoires des enfants, alors qu'elles émergeaient au fil des ans, révélèrent de l'ampleur totale de la résilience humaine et les effets à long terme des abus systématiques. Certains, comme Rebecca, furent capables de construire des vies relativement normales avec un soutien et des soins appropriés. D'autres luttèrent avec des maladies mentales, des addictions et d'autres problèmes découlant de leurs expériences traumatiques. Quelques-uns ne se rétablirent jamais du tout, mourant jeunes de complications liées à leurs années d'emprisonnement et d'abus. La correspondance du réseau, qui avait été préservée comme preuve, fournit aux enquêteurs des informations qui menèrent à des affaires supplémentaires pendant des années après la découverte initiale. Des lettres trouvées dans le sous-sol Sullivan contenaient des références à d'autres opérations, d'autres victimes et d'autres auteurs. Certaines de ces pistes résultèrent en des poursuites réussies, tandis que d'autres menèrent à des impasses ou à des situations où trop de temps avait passé pour rassembler suffisamment de preuves. L'un des aspects les plus hanteurs de l'affaire fut la réalisation que l'opération Sullivan n'avait été qu'une partie d'un système d'exploitation beaucoup plus large qui avait existé largement non détecté pendant des décennies. L'enquête révéla que des réseaux similaires avaient opéré dans d'autres parties du pays, que des enfants avaient été achetés et vendus comme des commodités à travers l'histoire américaine, et que les systèmes légaux et sociaux avaient été inadéquats pour protéger les membres les plus vulnérables de la société. L'affaire mit également en lumière le rôle de la responsabilité communautaire dans la prévention de telles atrocités. Les résidents de Millbrook, qui avaient vécu pendant 20 ans à côté de l'une des scènes de crime les plus horrifiques de l'histoire américaine, luttèrent avec la culpabilité et l'examen de soi. Comment avaient-ils pu ne pas voir ce qui se passait? Quels signes avaient-ils manqué ou ignoré? Auraient-ils pu prévenir la souffrance s'ils avaient été plus vigilants ou suspicieux? Ces questions menèrent à des discussions plus larges sur l'obligation des communautés à veiller sur leurs membres les plus vulnérables. L'affaire Sullivan devint un conte cautionnaire sur les dangers d'accepter des explications sans enquête, de respecter la vie privée lorsque ce respect permettait des abus et de supposer que des apparences respectables garantissaient un comportement moral. L'héritage de l'affaire Sullivan s'étendit bien au-delà des réformes légales et sociales immédiates qu'elle inspira. La documentation détaillée de l'enquête, incluant la correspondance, les registres financiers et le témoignage, devint une ressource inestimable pour comprendre l'histoire du crime et de l'exploitation en Amérique. Des historiens, des criminologues et des réformateurs sociaux étudièrent l'affaire pendant des générations, l'utilisant pour comprendre comment le mal systématique pouvait prospérer dans des communautés apparemment normales. Finalement, le règne de terreur de la famille Sullivan fut mis fin, non par un travail de police sophistiqué ou des techniques d'enquête avancées, mais par le simple courage de gens ordinaires qui refusèrent d'ignorer des signes évidents de problème. La décision de William Hutchinson de rapporter ce qu'il avait entendu, la volonté du shérif Crawford de prendre les préoccupations de la communauté au sérieux, et la détermination de Rebecca à témoigner malgré son trauma. Ces actes individuels de courage moral sont ce qui exposa finalement l'une des entreprises criminelles les plus horrifiques de l'histoire américaine. Le sous-sol, où 47 enfants furent trouvés enchaînés, a été scellé depuis plus d'un siècle. Mais les échos de leur souffrance continuent de nous rappeler l'importance de la vigilance, du courage et de la compassion dans la protection de ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. L'affaire Sullivan se dresse à la fois comme un testament du mal humain et un rappel du pouvoir de la conscience individuelle à surmonter même les systèmes les plus enracinés d'exploitation et d'abus.
Si cette histoire vous a donné des frissons, vous comprenez pourquoi ces chapitres sombres de l'histoire américaine ne doivent jamais être oubliés. Au moment où nous pensions avoir tout vu, l'horreur dans des endroits comme la ferme Sully Van intensifie notre compréhension de comment le mal peut se cacher derrière des façades respectables. Si cette histoire vous donne des frissons, partagez cette vidéo avec un ami qui aime les mystères sombres, cliquez sur ce bouton « J'aime » pour soutenir notre contenu, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer des histoires comme celle-ci. Découvrons ensemble quels autres secrets sont enterrés dans le passé de l'Amérique. Ce mystère nous montre que le mal porte souvent le masque de la respectabilité, et que les crimes les plus horrifiques peuvent être commis par ceux qui paraissent les plus normaux à leur communauté. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que tout a été révélé, ou pensez-vous qu'il reste des secrets enterrés dans les collines de Virginie? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si vous avez apprécié ce récit et voulez plus d'histoires d'horreur comme celle-ci, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec quelqu'un qui aime les mystères. Les ténèbres de l'histoire américaine ont encore beaucoup de secrets à révéler, et nous serons ici pour tous les découvrir. À la prochaine vidéo.